Dans l'épisode précédent, je disais que, chaque semaine, nous avions droit à une actualité intéressante liée au nouveau télescope spatial James Webb. Et cette semaine-ci est encore une fois loin, mais alors là, très loin, de faire exception à la règle. Alors encore une fois, je vous propose de nous retrouver après le générique pour faire le point sur les actualités liées à Webb, mais aussi tenter de répondre à vos questions sur le télescope. Mais avant ça, comme d'habitude, j'aimerais vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous après le générique pour une nouvelle dose d'espace. Mesdames et messieurs, vous l'avez espéré, vous l'avez attendu, vous l'avez rêvé, vous en avez marre de ce suspense que je fais durer trop longtemps. Alors, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter la première image de James Webb. Alors, pour la comprendre en détail, je vais vous renvoyer vers les 2 derniers épisodes de mise à jour sur Webb. Néanmoins, pour dans les grandes lignes, cette image, que l'on n'espérait pas rendue publique avant juin, ne montre qu'une seule étoile, à savoir HD 84406. Je ne vais néanmoins pas ici rentrer dans les détails de la procédure d'alignement. J'en ai en effet déjà parlé, et à l'heure où j'écris cet épisode, Christophe de la Chaîne Astro prépare également un épisode sur la collimation de Webb pour dimanche. Donc je vous invite à vous abonner à sa chaîne pour ne pas le manquer. Ce qu'il faut juste savoir pour comprendre cette image, c'est qu'actuellement, les 18 segments du miroir de Webb sont loin, très loin d'être alignés. Ainsi, il projette 18 fois la même étoile sur le miroir secondaire et donc dans NIRCam, l'instrument utilisé pour calibrer le télescope, mais qui servira aussi après pour les opérations scientifiques. Le but du jeu, une fois cette première image obtenue, a été de faire bouger un à un chaque segment pour repérer quelle projection de l'étoile correspond à quel segment, avant de, ensuite, faire le gros de l'alignement. On notera d'ailleurs que, les segments étant identifiés, ils semblent malgré tout relativement apparaître dans le bon ordre. Encore une fois, cette animation résume à merveille cette étape. Comme vous le savez déjà si vous me suivez, cette étape est loin de mettre fin à l'alignement qui se fera ensuite à l'échelle d'un 10 millième de cheveu en utilisant la longueur d'onde de la lumière elle-même pour terminer le réglage des miroirs. Encore une fois, je vous renvoie aux 2 épisodes dont les liens seront en description et à la playlist sur Webb. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais vous proposer d'encore une fois parler de cette image. Déjà, il faut savoir qu'avant cette image, personne ne savait exactement où pointaient les différents segments. Ainsi, il a été décidé de prendre des images de 156 positions entourant le centre, zone de prédiction de l'emplacement de projection des miroirs. Cette étape a commencé le 2 février et a duré 25 heures pour 1560 images et 54 gigas de données. Au final, les segments étaient assez bien placés et auront été trouvés en seulement 6 heures sur les 25 de prise de vue totale. Mais le partage de cette première image allait encore nous réserver une autre surprise. Un selfie de Webb. Ni plus ni moins. Cette image a été obtenue en utilisant une lentille dédiée sur l'instrument NIRCam qui lui permet, lorsqu'il l'utilise, d'avoir une vue d'ensemble des miroirs du télescope. D'ailleurs, si un des segments est blanc,
c'est parce qu'il renvoie la lumière d'une étoile brillante, alors que les autres, qui ne sont pas alignés, non. Il est d'ailleurs à noter que la lentille utilisée pour cette photo ne sera pas utilisée tout le temps, mais plutôt occasionnellement à des fins de vérification et de maintenance. Donc, quand je vous ai dit lors du lancement que c'était la dernière fois que l'on voyait Webb, je dois bien reconnaître que je n'avais pas eu entièrement raison. Sur ce, je vous propose d'attaquer avec les réponses à vos questions. D'ailleurs, si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire pour le prochain épisode du mercredi sur Webb. Une des questions que j'ai notées pour cet épisode, c'est si la prolongation de sa durée de vie, qui passe quand même d'une 10aine d'années espérées à une 20aine, va changer quelque chose sur la répartition du temps d'observation de l'ESA et de la NASA. Et là, je dois être honnête, ça ne change rien. Le temps d'observation n'appartient pas vraiment à une agence. Ce sont différentes institutions qui vont soumettre leurs projets d'observation. Certains seront ensuite sélectionnés, mais ce ne sont pas directement les agences spatiales qui décident de ce que Webb observe ou, entre guillemets, possède le temps d'observation. Vous vous souvenez probablement de l'épisode sur les premières cibles de Webb, à travers différentes propositions d'études qui ont été acceptées pour ces premières observations. Eh bien, ce sera pareil pour la suite de sa carrière. Différentes propositions ont été et seront soumises, et donc les équipes qui les ont proposées pourront réaliser leurs observations via les données reçues par Webb. Une autre question que j'ai trouvée intéressante, c'est si les photos en couleur ont un intérêt scientifique. Alors, je tiens à préciser que cette réponse est apportée sur base de mes connaissances et ce que j'ai trouvé sur Internet comme information variée et valable. Mais elle n'est pas non plus absolue, donc gardez en tête que c'est toujours un poil plus compliqué que le résumé que j'en fais. Alors, pour répondre, oui, elles le sont, mais pas trop non plus. En fait, une image colorée artificiellement, si on attribue une couleur correspondant à une longueur d'onde, et donc un composé chimique précis, peut permettre de relever facilement des correspondances dans les répartitions de ces composés à différents endroits d'une nébuleuse, par exemple. Elles peuvent être utiles pour montrer des groupes de composants dans un nuage de gaz, par exemple, que ce soit dans une nébuleuse ou une galaxie, mais dans l'absolu, elles ne sont pas essentielles pour des observations scientifiques. Dans les faits, des images en noir et blanc peuvent être tout aussi riches en informations, permettent de mieux différencier les composés chimiques, puisque les informations ne sont, entre guillemets, pas mélangées dans la même image. Ainsi, sans être dépourvues de sens, les images en couleur ne sont pas un élément vital pour les opérations scientifiques, mais sont plutôt un régal pour le grand public. Enfin, pour ceux qui voudraient approfondir, je vous invite à aller voir l'épisode de Christophe nommé « Voir l'invisible » qui sera également dans la playlist Webb. En attendant, c'est sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.